Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, à quelques jours du dévoilement de nos Summer Bodies, on se demande aujourd'hui qu'est-ce que la beauté. C'est le sujet d'un passionnant dossier de la revue Sciences Humaines. Il a été coordonné par Fabien Trécourt. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire et programme d'histoire. On commémore aujourd'hui les 130 ans de la mort de l'ancien président français Sadi Carnot. L'heure de la récré, toujours avec Brandon. Il a déniché dans le petit quotidien le portrait du plus jeune artiste peintre du monde. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris au sommaire des années collège, le match entre deux immenses héroïnes de bande dessinée, Adèle et Esther. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Qu'est-ce que la beauté? Ça pourrait être un sujet pour le bac philo, on le croise aussi en littérature, dans les arts en général, mais également dans nos vies quotidiennes. Il fait la une de la revue Sciences Humaines, dossier passionnant coordonné par Fabien Trécourt, journaliste invité du Grand Oral. Fabien, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Il y a un premier thème qui parcourt le dossier qui est celui des injustices ou des inégalités rattachées à la beauté. Et là, juste avant qu'on commence, il y a une tyrannie de la beauté. Oui, c'est vraiment ce qui a motivé ce dossier. C'est l'expression, on parle aussi de pretty privilege des fois, c'est l'expression qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Et c'est vraiment ce constat qu'on peut tous faire au quotidien, que les personnes qui sont très belles bénéficient d'un nombre d'avantages complètement hallucinants, que ce soit dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans leurs loisirs, quand elles sont jeunes, quand elles sont à l'école notamment, ou plus tard évidemment au travail. Avantages qui sont chiffrés. Oui, qui sont on peut peut-être donner quelques exemples, on va pas se noyer de chiffres. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, mais par exemple 17% d'augmentation de salaire en moyenne. C'était une étude aux États-Unis. Alors c'est une étude un peu canonique parce que c'était une des premières dans les années 90. Donc ils ont essayé de chiffrer entre les gens beaux qui avaient grosso modo un bonus de 10% et les gens perçus comme moins beaux qui avaient eux un malus de 7%. Donc ça faisait une différence de 17%. Voilà, 17% de salaire, et on a tout un tas d'études comme ça qui montrent que quelles que soient vos compétences, quelles que soient vos qualités professionnelles personnelles, celles-ci sont encouragées, au contraire subissent un malus en fonction de votre apparence physique. Je ne sais pas si les partis qui ont dû préparer les législatives en quelques jours ont eu le temps de regarder cette étude, peut-être l'ont-ils en tête, mais aux législatives ça pèse. Oui, aux législatives ça pèse aussi, dans les élections de manière générale. Il y avait eu une estimation, c'était en Finlande, d'un bonus de 20% de voix aux législatives. Mais il y a encore plus frappant que ça. Pour les personnes perçues comme belles. Pour les personnes perçues comme belles. On le dit tout de suite, on vous le dit tout de suite et on le répétera pas à chaque fois. À chaque fois qu'on dit les personnes belles ou etc., ça veut dire perçues comme belles, évidemment. On n'est pas en train nous de poser un jugement. Voilà. Évidemment, ouais. Mais il y avait encore plus frappant que ça. Il y a eu des études dans des pays où on donnait des photos des candidats. Mais c'était dans d'autres pays. Du coup, les gens ne connaissaient pas les candidats, ils ne savaient jamais s'ils les avaient vus, etc. Et en fait, l'élection n'avait pas encore eu lieu. Et ils leur ont demandé de prédire le résultat, uniquement sur la base de l'apparence physique. Évidemment, ils ont mis les plus beaux vainqueurs de l'élection et les moins beaux perdants de l'élection. Et leur classement a très souvent matché le résultat de l'élection. Avec le résultat final. Donc, c'est assez inquiétant pour nous, évidemment, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans l'isoloir? Est-ce que vraiment on se base sur les programmes? Évidemment, ce n'est pas les seuls critères, mais on vote pour des gens beaux. Et regardez les affiches des législatives, il y a beaucoup de candidats qui sont très beaux. Ouais, et de candidates. Quels sont les... Oui, ces privilèges, ça commence tout jeune, dès le berceau. Oui, dès le berceau, parce qu'on voit qu'il y a les beaux bébés suscitent plus d'attention, on leur parle plus, on joue plus avec. Et par la suite, dans la cour d'école, on a malheureusement sans doute tous connu ce symptôme, c'est le petit garçon au physique ingrat ou la petite fille qu'on met dans un coin de la cour et dont on se moque parce qu'il n'a pas le même physique avenant que le capitaine de l'équipe de foot ou autre. Et on glisse assez facilement du beau au bon, c'est-à-dire que à la beauté est associée, ça c'est un héritage des philosophes grecs, vous le racontez aussi, l'idée de bonté. Oui, l'idée de bonté, l'idée de vérité aussi. Ça, c'est vraiment un amalgame qui est fait, alors en particulier chez Platon, dans la philosophie de Platon qui passe pour le fondateur de la philosophie. Il y a vraiment cette idée que ce qui est beau est aussi bon est vrai ou authentique. Et ça, c'est quelque chose qui va infuser notamment dans le christianisme, où par la suite, au Moyen-Âge, la beauté va passer pour un signe de la présence de Dieu. Et d'ailleurs, ça va entraîner plein de débats sur oui, mais du coup, les personnes moches, ça veut dire quoi? Alors, du coup, on va dire, est-ce qu'elles ont été punies par Dieu ou alors est-ce que c'est une manifestation du diable? Enfin, il y a tout un tas de débats théologiques comme ça qui se mettent en place. Et au fil du temps, on va basculer un petit peu sur d'autres registres, mais on a tous cette impression, voilà, on dit la première impression est toujours la meilleure. Vous savez, quand quelqu'un arrive, mais ça, en fait, c'est souvent un biais sur quelqu'un
vous trouvez une personne belle, spontanément, vous allez la juger plus crédible, plus digne de confiance, plus compétente, avant même qu'elle ait ouvert la bouche, en fait. Sachant qu'on dit une personne, et vous dégenrez ou vous agenrez votre propos, mais en fait, ça pèse quand même au quotidien plus sur les femmes que sur les hommes. Oui, les enjeux sont pas du tout les mêmes, en fait, quoi. Déjà, historiquement, ils n'ont pas été les mêmes. Et puis, pour les femmes, aujourd'hui, il y a un enjeu qui n'est pas le même, c'est celui que quand elles sont trop belles ou par exemple trop maquillées au travail, etc., elles sont perçues comme moins compétentes, au contraire. Il y a un moment où ça se renverse, c'est les blagues de blondes dans les années 90, et c'est un mot dans la recherche. Alors en anglais, ils disent beauty is beastly. Il n'y a pas vraiment de traduction en française, mais on pourrait dire le préjugé belle et bête. C'est-à-dire, voilà, il y a cette idée que si une femme est belle, elle ne peut pas être en même temps intelligente. C'est pareil, c'est un préjugé qu'on est beaucoup à avoir. Il y a des études qui l'établissent. Et une des idées de ce dossier, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on attend pour essayer de lutter un petit peu contre tous ces préjugés qui sont profondément ancrés? Eh bien, on va se poser la question juste après l'Anti-Sèche. On retrouve Fabien Trécourt qui a coordonné ce passionnant dossier sur la beauté qui fait la une de la revue, non moins passionnante d'ailleurs, Sciences Humaines. Mais pour l'heure, l'Anti-Sèche, Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, une anti-sèche qui rebondit sur un anniversaire, la commémoration des 130 ans de la mort de l'ancien président français Sadi Carnot. Et à cette occasion, vous revenez sur l'histoire de cet homme politique, pas forcément le plus connu. Quand on le croise dans les programmes, c'est parce qu'on parle Troisième République, boulangisme, etc. Vous allez nous le dire. Mais pourtant, il y a bien des raisons d'être connu. Oui, mais la beauté aussi a joué un rôle considérable, fin de Troisième République, parce qu'il y a eu des études d'historiens menées il n'y a pas très longtemps, justement, où on disait que le président était élu, et là, on parle de quelques pourcentages aujourd'hui dans la politique aujourd'hui, mais à l'époque, c'était 20 à 30%, notamment pour Sadi Carnot, qui était pas très connu en tant qu'homme politique, et parce que c'était aussi un homme réputé pour son charisme et sa beauté, il a sans doute aussi été élu, c'est ce que disent les historiens, grâce à son physique. Donc il est né donc, le 11 août 1837 à Limoges, une famille de notables, famille de politiques, famille de physiciens. Il étudie à la prestigieuse école des Ponts et Chaussées, et commence à travailler comme ingénieur civil avant de se lancer dans une carrière politique. Haut fonctionnaire, préfet de la Seine-Inférieure, c'est la Seine-Maritime aujourd'hui. Il devient sous-secrétaire d'État, puis ensuite aux travaux publics. 1871, député de la Côte d'Or. Ensuite, il entre dans le gouvernement pour la première fois, donc du président Jules Grévy. Il est nommé ministre des Finances. Il s'oppose à la suppression des sous-préfets. Et là, 1887, il entre donc à l'Élysée. Il devient président de la République. Donc après la démission de Jules Grévy, alors qu'il n'était pas très connu au niveau national en France, dans un contexte marqué quand même par le contexte de ce scandale de Panama, on a aussi cette France qui est tiraillée entre d'un côté les nationalistes et les anarchistes. On a aussi les prémices de l'affaire Dreyfus, et c'est aussi sous son mandat, il faut le dire, entre 1887 et 1894 qu'on inaugure la Tour Eiffel. Donc il devient aussi célèbre partout en France grâce à cet événement. 24 juin 1894. On a le président Sadi Carnot qui est invité à Lyon par le maire pour un banquet dans une ville. Il sort après aux alentours de 21h pour assister à une représentation d'Andromaque au Grand Théâtre de Londres. Et là, la suite... Eh bien, c'est à vous, mon cher. Dans une calèche landau, en compagnie donc du docteur et du maire de Lyon. Et là, un homme sort de la foule, tente de remettre un document au président. C'est une feuille de papier, comme ça. Oui. Sauf qu'en dessous... Et voilà, il y a quoi? Je fais bien l'assassin de Sadi Carnot, là. Oui, un petit poignard. 16 cm, effectivement. Il marche, il saute sur le marchepied dans la voiture présidentielle, il le poignarde, et le cortège présidentiel qui fonce jusqu'à la préfecture du Rhône, parce qu'on a le président qui est grièvement blessé. Et là, on a les meilleurs médecins de la faculté de médecine de Lyon qui sont là pour aider le président, sauf qu'on a énormément de sang dans cette préfecture. Donc, le 25 juin 1894, minuit 40, à l'âge de 56 ans, il est déclaré mort. L'assassin, qui est-il? Alors justement, qui est cet assassin? C'est un homme de 21 ans, un anarchiste italien, Santere Geronimo Serio. Alors lui, en fait, il émigre à Sète quelques années plus tôt. On ne le connaît pas vraiment, mais il avait déjà été arrêté par la police. Et alors, la revendication qu'il va donner au procès quelques temps plus tard, il aurait voulu sensibiliser sur l'opinion publique contre les excès des lois scélérates après les attentats de ravage
Maréchal et d'Auguste Vaillant qui restreignent la liberté individuelle et justement qui vont mettre en place les premières listes de fichiers police pour les hommes aux graves accusations. Dès le lendemain de l'assassinat, il faut le dire qu'il y a des manifestations partout en France et surtout à Lyon contre les Italiens et contre les Italiens immigrés. Elles sont réprimées. Caserio, et surtout à cause de cet événement ou grâce à cet événement dans l'opinion publique, il est condamné à mort par la cour d'assises du Rhône, guillotiné le 16 août 1894 à la prison Saint-Paul à Lyon. Et donc, et c'est un assassin qui a beaucoup heurté. Énormément. On parle énormément de manifestations aussi en soutien à cette mémoire. Premier président français assassiné. Il est donc on a des obsèques nationales qui sont organisées à Notre-Dame de Paris. Il entre ensuite au Panthéon. Il rejoint son grand-père Lazare Carnot. Et donc le premier président assassiné, celui aussi malheureusement qui a le moins vécu, 56 ans. Un autre président sera assassiné quelques temps plus tard, 1932, Paul Doumer, lui le président le plus âgé aussi, par un homme déséquilibré, immigré russe, Paul Gorgoulov, aux revendications extrêmement floues. Deux autres présidents vont mourir, cette fois-ci de cause naturelle. 1899, une très belle mort sur le divan. Cause naturelle. Voilà, oui, cause naturelle. Sur le divan de l'Élysée. Oui, Félix Faure avec cette le président a-t-il perdu connaissance? Voilà. Non, sa connaissance est partie par l'escalier. Il voulait finir César, il a fini Pompée. Il a voilà aussi. Et autre mort célèbre, 1974, on s'en souvient, c'est Georges Pompidou, maladie de Waldenstrom, une forme rare de leucémie. C'est le dernier. Et peut-être pas le dernier. On verra dans les années à venir. Merci beaucoup, cher Brandon. On se retrouve pour la récré. Grand oral, Fabien Trécourt. Qu'est-ce que la beauté? Question qui fait la une de la revue Sciences Humaines. On en parle avec Fabien Trécourt. On a vu cette beauté qu'elle était injuste. Ses caractères sont également, alors, à la fois instables et en même temps relativement constants. Les canons esthétiques, comment évoluent-ils? Les plus anciennes représentations connues de la beauté féminine, c'est les Vénus préhistoriques, avec des formes très plantureuses. Vous racontez tout ça? Oui, c'est ça. On est sur, donc il y a 30 000 ans à peu près. C'est les premières statuettes dont on estime, dont les anthropologues et archéologues estiment qu'elles représentent des canons de beauté. Et ces canons de beauté sont plutôt associés a priori à du désir sexuel en fait. C'est-à-dire qu'au départ, est beau ce qui éveille le désir. Ce qui est attirant. Voilà, ce qui est attirant éveille le désir. Ensuite, on a un glissement vers une forme de sublimation. C'est-à-dire que dans l'Antiquité grecque, les philosophes grecs, vous savez, en fait, ils n'ont pas inventé grand-chose, mais ils ont théorisé plein de trucs. C'est-à-dire ils ont vraiment donné une cohérence à tout un tas d'idées qui étaient un petit peu disséminées. Et ils ont dit, finalement, il doit y avoir une espèce de grande harmonie entre le monde des idées et le monde sensible. Et cette harmonie, elle se manifeste dans la beauté. Du coup, vous avez tout un tas de sculptures, par exemple, qui essayent de reconstituer cette harmonie parfaite, ces proportions parfaites qui sont plutôt masculines. Alors, il y a l'harmonie, la symétrie, et ça renvoie aussi quand même souvent à la jeunesse. Et ça, vous dites, c'est une constante. Oui, c'est dans l'histoire. On est plus beau quand on est jeune que quand on est moins jeune. C'est ça. Là, on va plutôt être sur des approches qui relèvent de la biologie évolutive, la biologie de l'évolution héritée de Charles Darwin, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait certains traits finalement qui pourraient être universels du fait qu'ils ont une origine évolutive. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on est attiré plutôt par les formes jeunes? Pourquoi est-ce que des formes jeunes sont associées au beau? Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec les chatons, avec les chiots, avec tout un tas de mammifères qui eux aussi ont des mêmes caractéristiques, par exemple des très grands yeux par rapport à leur tête? Et une des explications, il y en a plein, il y a beaucoup de débats, c'est que finalement les bébés, si vous êtes attiré un petit peu par les bébés, vous allez avoir envie de vous en occuper, vous allez avoir envie de vous préoccuper. C'est les décharges d'ocytocine, tout ça voilà, aussi. Et donc ils vont grandir dans de bonnes conditions, et donc même plus tard ils vont avoir des enfants. Et finalement, du point de vue de la biologie évolutive, les groupes qui se seraient davantage occupés des petits êtres aux traits enfantins auraient davantage survécu que ceux qui n'y étaient pas spécialement attirés. Donc c'est une explication un petit peu de type darwinienne qui expliquerait aussi que apparemment, même si culturellement il y a des traits de beauté qui peuvent être différents d'une région à l'autre, par exemple la corpulence c'est vraiment pas du tout la même. Selon que vous êtes en Amérique du Sud, en Europe ou en Asie, il n'y a pas du tout le même rapport à être plus ou moins gros, maigre, plus ou moins gros, etc. Mais si vous donnez des photos portraits à des groupes de personnes dans ces différents pays et que vous leur demandez de faire un classement, non pas de dire quelle est la plus belle, mais de dire
allez de la plus belle personne à la moins belle, vous allez avoir des classements très similaires. Ils vont pas être d'accord sur le premier, mais quand on regarde la tendance générale, souvent... C'est raisonnablement homogène. Il y a une sorte de beauté universelle. Il y a quand même des moments un peu charnières dans l'histoire. La Renaissance, vous vous y arrêtez à un moment donné, notamment au moment des représentations de la Renaissance, le retour du nu, la sensualité... c'est le retour du sensible de manière générale, en fait. C'est qu'il y a un moment où la beauté quitte le ciel des idées de Platon, en gros, et revient à l'artifice, au costume notamment, au maquillage par exemple. Et la beauté va essayer aussi être réattribuée aux femmes, parce que dans l'Antiquité grecque, les femmes sont considérées... L'Antiquité grecque est très misogyne. Donc les femmes étaient considérées comme forcément artificielles et ne pouvant pas être associées à ces canons de beauté universels et divins. Et à partir du moment où vous avez un retour du vêtement, de l'artifice, de la sensualité, en fait, d'une manière générale, là, c'est le corps féminin qui, souvent dans l'art, notamment, tous les tableaux de la Renaissance italienne, et de la nudité, effectivement, vont devenir des nouveaux canons esthétiques. Ces canons de beauté, ils évoluent pas un petit peu quand même, parce qu'il y a une pression. Alors, en termes de représentation, on parlait des mannequins, mais vous le racontez, si mes souvenirs sont bons, dans l'étude, l'émergence de mannequins de figures publiques qui ne correspondent pas forcément au canon dominant. Il y a des groupes également qui essayent de faire valoir le fait que les physiques non conformes peuvent tout à fait, doivent être représentés et qui peuvent être beaux. Alors, en fait, ce qui s'est passé sur le très long terme, c'est qu'à partir de la lumière, vous avez globalement un mouvement de démocratisation qui se met en place. La démocratisation, c'est reconnaître aussi la singularité individuelle. Alors, à l'échelle des siècles, ça nous amène finalement à la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible à la diversité des choses. On est moins dans un discours très universaliste, aveugle et, j'ai envie de dire, de façon polémique, un peu naïve. C'est-à-dire qu'on est plus capable de reconnaître que peut y avoir différentes formes de beauté et que certaines formes de beauté qui étaient autrefois jugées universelles étaient souvent associées à une couleur de peau, blanche évidemment, et étaient associées aussi effectivement à une certaine minceur, certains canons qui n'ont pas beaucoup de sens quand on regarde la corpulence la majorité de la population, absolument. Voilà, etc. Donc il y a eu un mouvement effectivement de démocratisation qui autorise, me semble-t-il aujourd'hui, beaucoup plus de formes de beauté. Et en même temps, on voit bien que ça n'a pas mis fin à la compétition. Et on va parler de la compète après la récré, une compète sur laquelle on peut travailler et essayer de modifier son corps, chirurgie esthétique question notamment. Ouverte, oui. On va en parler dans quelques instants. Pour l'instant, la récré, on va parler de beau aussi, vous allez voir dans cette récré. Brandon Warrett. On va parler de beau aujourd'hui. Ou de moche. Ou de moche, pourquoi moche? Ça dépend. Je crois que vous aviez aimé les tableaux de ce garçon. Oui, alors moi, c'est pas forcément pour tout le monde. Vous avez lu le petit quotidien du groupe Playback, notre partenaire. Exactement, du 14 regardez à la une, qu'est-ce qu'on voit? Vous trouvez ça beau? Il est tout petit par rapport à ces tableaux. Et voilà, c'est l'enfant. Recordman du monde, ce petit enfant, il a 1 an et 4 mois. Alors, il a 2 ans le mois prochain et il vient d'être homologué dans le livre Guinness des records. Donc, il s'appelle Asliam Ankra, c'est un Ghanéen. Et donc, à 1 an et 4 mois, il vient d'entrer dans le livre Guinness des records pour être étant le plus jeune artiste au monde. Alors, sa maman, en fait, il vit dans une famille d'artistes depuis très longtemps, de génération en génération. Sa maman tient une galerie à Accra, donc au Ghana, qui partage les créations de son enfant sur les réseaux sociaux. 14 000 abonnés quand même sur Instagram notamment, et on a de nombreux tableaux. Elle parle de 120 tableaux depuis quelques mois. Alors est-ce que c'est vraiment son fils qui a tout fait? En tout cas, pour être homologué pour ce genre de record, c'est extrêmement sérieux. Hein. Il faut vendre en vrai. Alors déjà, il faut exposer effectivement et vendre. Il a vendu 9 des 10 tableaux, et il y a un professionnel du livre Guinness des records qui suit l'enfant, alors qui suit le potentiel recordman du monde pendant plusieurs jours pour voir si vraiment c'est vrai. En tout cas, il y a une partie. Et voilà, il a vendu 9 de ces 10 tableaux. Et là, donc au musée à Accra. Et voilà, donc on voit ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et là, il y a une exposition qui va être organisée en France avec les plus jeunes artistes au monde dans les prochaines semaines. Et il va être invité par l'UNESCO. Donc on a peut-être un futur maître. Peut-être qu'on l'achètera prochainement. Et ça coûtera des millions peut-être dans quelques années. 2 ans moins 1 mois en tout cas au moment. Il a 2 ans le mois prochain en tout cas. C'est magnifique quand même. Vous faisiez quoi vous à 1 an et 4 mois? Je sais pas. C'est beau quand même. C'est unique à cet âge-là. Je vous le rends là. Merci beaucoup. L'encadrer. Allez, Brandon, merci gentil, beaucoup. Merci. On continue à parler beauté avec Fabien, très court.
Fabien Trécourt qui a coordonné ce beau dossier du magazine Sciences Humaines qui consacre plusieurs articles à nos tentatives de domestiquer ou d'améliorer notre apparence. Je parle notamment du développement de la chirurgie esthétique, d'apparition récente, il y a un peu plus d'un siècle en fait. Oui, la chirurgie esthétique, elle est née à l'issue de la Première Guerre mondiale. Le but au départ, c'était de réparer les gueules cassées qui avaient souffert dans les tranchées. Et les médecins qui ont commencé à se lancer là-dedans, très vite ont senti qu'ils étaient en train d'inventer quelque chose. Et il y avait même une espèce d'utopie qui s'est mise en place à ce moment-là, l'idée qu'on pourrait permettre à tout le monde d'être beau, qu'on pourrait améliorer le physique de n'importe qui. Et il y avait même une citation un peu naïve d'ailleurs qui disait d'un chirurgien, dans 20 ans, il sera aussi inconvenant d'être laid et de paraître vieux que d'avoir l'air sale. Comme si voilà, la beauté devenait une affaire de responsabilité. Et bien, c'était pas totalement naïf, n'empêche. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment, effectivement, une surresponsabilisation de la beauté qui pousse de plus en plus de gens. Et il y a un boom de la chirurgie Voilà. esthétique, et ça, vous le racontez aussi, alors avec plein de facteurs, pression sociale. Oui, les facteurs sont difficiles à démêler, mais déjà, il faut quand même dire les chiffres. C'est 15 millions d'opérations en 2022, c'est 41,3% de plus qu'en 2018. C'est-à-dire qu'on est proche d'un doublement en très très peu de temps. Et l'autre tendance qui est extrêmement frappante, c'est le rajeunissement. C'est-à-dire que plus de la moitié, par exemple, des augmentations mammaires, qui est une des premières opérations de chirurgie esthétique, ce sont des 18-34 ans. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où le but, ce n'est plus comme avant, on a vieilli et on souhaite rester jeune, donc on fait des opérations de chirurgie esthétique. Là, on est en début de vie. Et on veut faire une belle carrière, on veut avoir une belle vie, et donc on fait des opérations de chirurgie esthétique. On a bien compris tous les chiffres que vous donniez en début d'émission. Tous les enjeux qu'il y a autour de ce sujet. Avec des pays quand même plus touchés que d'autres. États-Unis, Brésil, Japon, oui. Chine. En Asie, il y a des phénomènes en plus qui sont de chirurgie dès le plus jeune âge. Enfin, c'est pas de la chirurgie, mais par exemple, ils mettent beaucoup des casques ou où ils attachent les jambes des bébés, des nourrissons pour qu'ils aient des jambes bien droites, pour qu'ils aient pas le crâne plat. Ce qui étaient des pratiques qui existaient aussi en Europe, ceci dit, à d'autres époques, quoi. Et oui, en Asie, c'est très très fort. Aux États-Unis aussi, et puis en Amérique du Sud, on sait par exemple que le Brésil, il y a énormément de chirurgie esthétique. Liposuction, augmentation mammaire, chirurgie des paupières, parmi les opérations qui sont les plus souvent pratiquées. Je peux rajouter quelque chose quand même important. Mais bien sûr. Mais vous savez qu'il y a une explosion de la chirurgie esthétique en France en 1961 précisément, parce que Jackie Kennedy vient pour la première fois sur le territoire français. Il y a une explosion avec John Fitzgerald et une explosion sur le territoire français à partir de cette visite, parce qu'elle fait la une de tous les journaux, notamment de Paris Match. Il faut dire que Kennedy arrive en France et dit à ce moment-là, je suis le monsieur qui accompagne. Elle est aussi très jolie. Il dit, je suis le monsieur qui accompagne Jackie Kennedy. Qui accompagne Vous ne me connaissez pas bien, mais je suis le monsieur qui accompagne Jackie Kennedy. C'est le moment où les idéaux cinématographiques commencent à s'imposer, les idéaux médiatiques aussi. Voilà, c'est la culture de l'image qui se met en place et qui va jusqu'à Instagram et TikTok aujourd'hui. Sachant que tout ça est reconnu quand même par la société, parce que c'est remboursé, certaines de ces opérations de chirurgie esthétique, pas toutes, mais certaines sont remboursées, notamment quand on parle de défauts fonctionnels ou de défauts qui sont des sources de grande souffrance. En fait, en pratique, c'est très très difficile de démêler des fois ce qui relève de l'esthétique et du réparateur. Et il y a certaines opérations, par exemple, je sais pas, si vous avez la gueule complètement cassée parce que vous avez eu un accident de voiture, etc. Au moment donné de l'opération, la sécurité sociale va pas faire la différence entre ce qui relève du réparateur et de l'esthétique. Mais moi, la question que j'avais envie de poser aussi à travers ce dossier et qui continue à me travailler aujourd'hui, c'est pourquoi pas aller plus loin. Quand on fait le constat de toutes ces injustices, de tout ce qu'apporte la beauté, etc., à un moment donné, est-ce que ça ne serait pas une forme de réparation, en tout cas quelque chose de normal, d'aider des personnes qui ont vraiment un physique ingrat, sous réserve évidemment qu'on puisse définir une laideur objective, ça qui est compliqué quand même. À devenir plus belle et avoir une vie plus simple. Sachant que ça revient effectivement, ça pose tout un tas de problèmes, légitimation d'injonctions irréalistes, etc. Voilà, avec quand même des personnes, alors vous disiez au début de l'émission, vous rappeliez ces chiffres, ces écarts de perception et de parcours ensuite, et de rémunération, et dans les élections, etc. Il y a quand même des personnes qui sont particulièrement exclues, les personnes en surpoids, les personnes en situation de handicap, il y a quand même à l'inverse, c'est-à-dire autant les premiers, on considère qu'ils sont en bonne santé, intelligents et qu'ils ont de la bonté morale, autant eux, on leur attribue un tas de défauts, de maladies, simplement parce qu'on les trouve pas beaux. Oui, c'est ça. Le surpoids et le handicap, on a voulu les regrouper parce que c'est deux discriminations qui sont légitimées dans les esprits. C'est-à-dire que quand vous interrogez les Françaises et Français, que vous leur demandez ce que vous trouvez normal de ne pas engager quelqu'un en surpoids par rapport à quelqu'un de mince, il y en a vraiment un très très grand nombre, de l'ordre de plus de la moitié, près des 2/3. Oui, franchement, c'est normal, quoi. Alors que c'est totalement anormal. On sait très bien, donc c'est ce qu'on appelle la grossophobie, donc la discrimination des personnes en surpoids. On sait très bien que c'est l'attribution de tout un tas de stéréotypes. Par exemple, l'idée que les personnes en surpoids sont feignantes et incapables de se contrôler. Ça, c'est vraiment un classique. C'est totalement faux. Je veux dire, c'est totalement faux. L'obésité, c'est une maladie, comme certaines formes de dépendance, par exemple, ce genre de choses. Et c'est une maladie dont les gens ne sont pas responsables individuellement. Pour autant, ces préjugés persistent.
Fabien Trécourt, merci beaucoup de nous avoir dévoilé. Merci à je vais vous. le prendre, on va le feuilleter. Je voulais juste vous montrer, parce que je vais l'ouvrir un peu au pif, j'espère que je vais bien tomber. Mais il est aussi, le dossier, très beau. Il y a plein de photos, plein de belles illustrations. C'est-à-dire que c'est également agréable à regarder et pas seulement à lire. Et on en passe aussi, évidemment, par les canons de beauté de l'Antiquité. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Sciences humaines, c'était le numéro de juin 2024. Qu'est-ce que la beauté? Vous restez avec nous. On va aller au collège, dans un collège où je pense ils reçoivent la revue Sciences humaines, c'est le collège Maurice Utrio. Brandon, merci. Merci Manuel. Amélie Paris. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeur documentaliste au collège Maurice Utrio. Est-ce que les élèves se battent pour emprunter au CDI les deux grandes héroïnes de bande dessinée que sont Adèle, comme dans Mortel Adèle, et Esther, comme dans Les Cahiers d'Esther? Eh bien sûr qu'ils se battent, et encore plus depuis la sortie du 21e tome de Mortel Adèle, Récréation générale, paru chez Monsieur Tanenko le 23 mai dernier. La petite fille à la chevelure flamboyante, imaginée aussi par Monsieur Tan, ne quittait pas donc elle la première place des meilleures ventes de livres, mais ça c'était jusqu'au 6 juin. Et la parution des Cahiers d'Esther, 9e tome, le dernier d'ailleurs. Oui, Histoire de mes 18 ans de Riyad Satouche chez Alary Édition. Alors, et depuis, ces deux filles qui en imposent s'imposent en tête des meilleures ventes selon Edistat, un jour l'une, un jour l'autre, mais c'est finalement Adèle qui l'emporte cette semaine et qui garde la tête du classement. Alors le style graphique notamment est extrêmement différent, les histoires aussi, mais finalement est-ce qu'elles se ressemblent, ces deux filles d'aujourd'hui qui sont devenues deux phénomènes d'édition et que vos élèves et les ados d'ailleurs adorent? Oui, alors ce sont deux héroïnes fortes, grande gueule, qui ne se laissent pas faire. Elles sont fonceuses, grincheuses parfois, alors qu'on avait peut-être l'habitude d'avoir des filles un peu moins speed. Et tous les élèves, surtout, s'accordent à dire qu'elles les font rire. Mais elles ont des différences. Esther s'inspire d'une vraie ado, la fille d'un couple d'amis de Riyad Satouf. Il la rencontre lors d'un dîner, il la trouve tellement drôle, tellement loquace, que elle lui donne envie d'en faire une bande dessinée. Alors que Adèle, elle, c'est un personnage fictif, imaginé par Antoine Doll, qui signe aujourd'hui du pseudonyme Monsieur Tan, et illustré par Diane Lefeuilleur depuis le tome 8. Rappelez-nous son histoire, on l'avait reçu d'ailleurs, Antoine Doll, il avait raconté sur ce plateau son histoire. Ouais, alors il a imaginé le personnage quand il avait 14 ans. À l'époque, il était victime de violences scolaires, et son premier trait de crayon, ça a été la barre sur le front d'Adèle qui exprime la colère. Alors il dit qu'elle était son négatif. Lui est un garçon, elle est une fille, lui était extrêmement sage, elle est désobéissante, lui n'osait pas répondre, alors qu'elle, au contraire, elle dit tout. Il a voulu créer son opposé pour, je le cite, l'aider à devenir l'adulte qu'il est devenu, précisant à quel point le dessin lui offrait une réponse immédiate à son mal-être. Autre différence quand même, c'est qu'Adèle, on le rencontre très jeune. Plus jeune peut-être qu'Esther. Oui, d'autant que Esther, au départ, c'était une page à l'époque, le Nouvel Obs. À l'époque, donc c'était plutôt destiné aux adultes, et ce sont eux qui l'ont fait découvrir aux plus jeunes. Et aujourd'hui, garçons et filles lisent Esther. Alors que Adèle, dès le départ, elle est destinée aux jeunes lecteurs de 7-8 ans, mais au collège, même en 3e, on l'aime encore. Il y a un attachement très fort envers son personnage, envers sa fougue et envers ses expressions comme « poussez-vous les moches ». Est-ce qu'on peut aimer les deux, Adèle et Esther? Oui, alors elles ne sont pas forcément ennemies, mais on a forcément une préférence, un peu comme Batman et Spider-Man. Donc difficile. Vous préférez lequel? Comment? Vous préférez qui? Oh, Spider-Man. Bon, d'accord. Vous aussi? J'aime bien Batman. Je vous dirai mon choix à la fin, je vous les partagerai. Donc difficile d'avoir deux héros au même niveau. Et au CDI, j'ai même remarqué que ce ne sont pas les mêmes élèves qui empruntent Esther et Adèle. Alors pourquoi Adèle? Peut-être parce qu'elle permet aux enfants d'affirmer leurs différences. D'ailleurs, l'auteur le revendique. Il y a une volonté très forte d'être soi, d'être désobéissant. Et ça tout au long de ses albums. Alors qu'Esther, c'est différent. On suit le quotidien de cet ado depuis ses 10 ans. Ses questions sur l'actualité, ses petits soucis, ses grandes questions sur la vie. Elle évolue au fil des albums. Elle est cruelle au départ avec ceux qu'elle n'aime pas. Et puis finalement, elle s'assagit, elle culpabilise même. Esther, c'est vraiment une exploration de l'adolescence. Et qui prend un terme donc avec l'apparition du dernier volume, puisqu'elle a 18 ans. Oui, alors maintenant, Esther révise son bac. Elle fait ses vœux sur Parcoursup. Elle sort en boîte de nuit. Elle ne se fait plus disputer quand elle est H24 sur son tel. Et même si on savait depuis le début que la saga s'arrêterait avec la majorité de l'ado, on est tous un peu tristes. Mais heureusement, au CDI, on a les 9 tomes pour lire, relire ou découvrir les Cahiers d'Esther. Voilà, merci beaucoup, chère Amélie. Vous l'avez? Non.
Eh ben, il faudrait que vous le lisiez aussi. Super. Voilà. Les représentations, la BD. Il n'y avait pas d'article sur la BD dans ce numéro-là, sur la beauté et la BD, mais sur les représentations, en revanche, c'est extrêmement présent. Ça reste un des grands facteurs de diffusion. Oui, après la BD, j'en parle des fois dans une chronique culture pop dedans. Et je pensais justement à Mortel Ladel comme personnage incorrect qui semble hériter beaucoup de Fifi Brin d'Acier. Beaucoup plus lointainement. Il y a un petit livre qui s'appelle Feminist Punk qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Fifi Brin d'Acier. Et finalement, ce personnage un petit peu incorrect, mais qui permet à des personnages féminins justement d'avoir une agentivité, d'exister et de pas être d'être moins assigné à des stéréotypes de genre justement. Et Fifi Brin d'Acier, c'est vraiment vieux, mais je pense qu'il y a une vraie parenté avec Mortel Ladel. Et puis il le dit, qui s'est inspiré d'elle, et puis il revendique effectivement les différences, s'assumer comme on est. Merci beaucoup, chère Amélie. Fabien, merci beaucoup. Vous lisez la revue Sciences Humaines, ce super dossier. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission et Marazafin Dralambeau au maquillage. Pour la préparation de l'émission, Marine Plantec avec Pénélope Day. Toujours Marine en régie aujourd'hui avec Claire Tchapiouk et au son Thibaut Goury-Lafont et à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, vous retrouvez la quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.